Alain. Bonjour. Merci de ton temps précieux. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Moi Tu aussi. fais partie des personnes qui m'inspirent depuis longtemps et qui m'ont initiée au coaching. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger un peu sur ta vision de l'entrepreneuriat et du dirigeant de l'entrepreneur. Et avant d'ouvrir cette interview, je te laisse te présenter. Alain Cardon, 73 ans il n'y a pas longtemps, en mars. Et puis une vie bien pleine, dont une partie en entrepreneur, Oui. responsable d'une entreprise de formation, voire de plusieurs d'ailleurs. J'étais actionnaire de plusieurs entreprises. Et j'ai arrêté ça lors de mon passage vers la cinquantaine, comme beaucoup se posent des questions à ce moment-là et décident de changer ou de se recentrer. Voilà, donc sinon, auteur d'un paquet de livres, je crois une vingtaine sur le coaching Oui. en français qui ont été traduits en plusieurs langues. Responsable maintenant de ma pomme, c'est bien, c'est juste, je fais de mon mieux pour être responsable de moi-même. Et puis d'un réseau aussi, d'une école de pensée et de coaching systémique. J'ai aussi une école qui forme des coachs et je continue à faire mon métier de cœur, c'est-à-dire accompagner des personnes, des équipes et des entreprises. Marié, 2 enfants, qui sont maintenant plus des enfants, enfin ils sont toujours des enfants, Bah oui, de toute il reste façon tes quand enfants. on est parent. Et puis 3 petits-enfants, habitant à la fois à Paris et à Bucarest. Et je vais arrêter parce que sinon ça va durer longtemps. 73 ans. Super. Aujourd'hui, ton activité, tu as une forte activité autour de l'entreprise, de l'accompagnement des entreprises. Dans ces dernières années, quel regard tu portes aujourd'hui justement sur l'entreprise et le dirigeant? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Si on partage comme ça, c'est vraiment des généralités. Mais sur les 50 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de centralisation, de contrôle. Ça, c'est sur les multinationales. Il y a une tendance à la fuite des gens parce qu'ils ne sont plus tellement satisfaits de cette quantité de contrôle, ils ne s'y retrouvent plus. Donc il y a une démotivation par rapport au gros système. Il y a de plus en plus d'entrepreneuriat individuel. Les gens préfèrent monter leur truc. Je crois que l'année Covid a été une des années où il y a eu le plus de création d'entreprises en France. Exactement. Donc c'est un signe, c'est-à-dire que s'ils ont le choix, la plupart des salariés veulent se mettre à leur compte, veulent devenir leur propre patron, mener leur vie, développer avec une certaine liberté. Donc il y a un changement de société qui est accompagné par le coaching en fait, parce que les coachs sont souvent aussi des auto-entrepreneurs, indépendants, se demandant comment peut-être démultiplier leur activité aussi, mais ne sont pas dans une vision de faire une grosse entreprise multinationale avec beaucoup de salariés. Je parle du coach entrepreneur en fait, qui a besoin de bien sentir la dynamique d'entrepreneur pour l'accompagner et pas trop venir avec des schémas tout faits. Qu'est-ce qui t'anime, toi, à 73 ans? On pourrait se dire, mais pourquoi continuer d'exercer, de vadrouiller dans le monde? Je crois qu'il y a encore quelques jours, tu étais aux États-Unis pour un CODIR élargi, il me semble. Alors juste avant c'était Istanbul et juste après c'était Londres. Waouh, c'est génial! Et c'est épuisant. C'est pas à faire tous les jours. Bon. Mais ce qui m'anime, c'est la passion pour mon métier, c'est des clients très très intéressants, multiculturels, responsables de start-up ou de pays ou de développement, donc de bon niveau. Dans
les organisations, qui me proposent des aventures intéressantes et puis on y va. Quand tu dis la passion de ton métier, si tu creuses un peu, c'est quoi justement cette passion ? C'est une passion, on pourrait dire, d'entrepreneur, c'est-à-dire c'est de sentir qu'une valeur ajoutée peut être développée quelque part, de me mettre au service de cette valeur ajoutée d'une façon concrète jusqu'à la voir se réaliser. Et là, c'est mon plaisir. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas standardisé. À chaque fois, j'essaye de filtrer un peu mes clients. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire que c'est important de choisir ses clients de la même façon que c'est important que le client nous choisisse pour un genre de partenariat qui n'est pas la même chose qu'avec un salarié. C'est pas un recrutement, on n'est pas recruté. On décide de faire un bout de chemin ensemble et la relation que j'établis avec les patrons que j'accompagne, c'est plus limite une relation paritaire de copains. D'accord. Où on va se challenger l'un l'autre, il va me poser des enjeux qu'il a qui sont particuliers, il va falloir que je réfléchisse, que je trouve autre chose, que je l'aide à sortir de ses sentiers battus. Et lui aussi, il va me demander quelquefois des choses, je me dis comment on fait ça. À New York, là récemment, c'était à la fois en salle et en ligne avec des personnes des États-Unis, dont des personnes en ligne des États-Unis de la côte ouest, mais aussi des personnes des Balkans, du Liban et des personnes en Inde, qui étaient que là le matin, parce que pour eux, à midi, c'était minuit. Et oui. Et ils étaient aussi confinés. Ils n'avaient pas le droit d'être dans la rue après minuit où ils se faisaient arrêter. Donc ils quittaient le groupe à midi. Donc c'était en asynchrone, avec un grand écran pour les personnes en ligne ou pas à différents moments. D'accord. Ça allait dans tous les sens. Wow. Il a fallu jouer de l'équilibriste là. Oui. Mais j'attends justement, je lui ai envoyé un petit mot pour le patron pour lui demander quels étaient déjà les premiers signes d'évolution, s'il en voyait, s'il trouvait que ça avait été utile, s'il se retrouvait en termes d'investissement. Oui. Parce que normalement, un mois après, on devrait voir des signes avant-coureurs d'une évolution mesurable, quoi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait justement que tu choisis tes clients ? Ce côté un peu de challenge, est-ce que c'est quoi ? C'est te bousculer, sortir un peu de ta zone de confort ? C'est quoi ? Oui, et aussi de voir si le client est prêt aussi très vite à envisager des choses qu'il n'a pas envisagées. Ah, super. Parce que sincèrement, s'il va chercher un coach, c'est qu'il ne sent pas vraiment comment faire. Oui. Mais la tentation, c'est de dire au coach comment faire. Bah oui, parce qu'il a l'habitude de dire à tout le monde comment faire. Donc je filtre. Voilà. C'est bien ça. Alors aussi, il y a le côté personnel, intuitif et tout. Je sens que je peux travailler avec certains profils et pas d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc ça, je veux dire, j'ai pas d'enjeu à avoir un client particulier au début. J'espère que ça marche parce qu'une nouvelle aventure, ça me plaît toujours. Comment tu fonctionnes en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que tu as une vision, un cap à 5-10 ans ? Comment tu définis ta manière d'avancer dans ton business ? Alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai un cap que je sens que je suis depuis que je suis tout jeune. Dans ce type de métier, d'accompagnement, de formation, de conseil, d'apprentissage, de partage, tout ça, c'est, je dirais, dans mon karma, dans ma nature. Je trouve que la meilleure façon de me développer, c'est de développer les autres. La meilleure façon de développer les autres, c'est de me développer. Donc tout le monde y gagne. En plus, je suis payé pour. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Mais sinon, il y a aussi des caps, comme tout le monde.
de phases de la vie où je me dis, bon, ça suffit maintenant de faire ça, je le sens plus, j'ai besoin de changer, d'aller plus vers ça. Alors, c'est pas forcément des marchés, mais c'est des rythmes personnels, c'est une façon de vivre. Il y a des périodes où il y a eu beaucoup de voyages, il y a des périodes dans ma vie plutôt de repli, plus presque provincial, terrien, d'enracinement. Il y a des périodes. Bon, là, j'ai l'impression de recommencer avec le passage de 70 ans à une ouverture plus mondiale ou plus de voyages de nouveau. Après les années Covid, surtout, qui étaient presque en implosion dans l'écriture. Bon, je ne pouvais pas aller très loin, un rayon d'1 kilomètre. Pendant 6 mois, ça a été une période où finalement, je suis resté à Paris plus que pendant 10 ans. D'accord. J'ai jamais passé 6 mois à Paris. D'accord. Et là, ça en a été l'opportunité. Là, c'était dans un rayon d'1 kilomètre pendant 6 mois. Tout en ayant quand même digitalisé quasiment tous tes parcours de formation. Oui, alors immédiatement, on est passé en ligne. Quelle agilité, ça. C'est vrai. Alors, pas immédiate, hein, ça m'a mis 1 semaine. Oh, pardon. La première chose, j'ai annulé. Je me dis, c'est pas possible. Oui. Puis après, bon, je suis bien entouré aussi, hein, mais très vite, j'ai senti qu'il fallait passer au même travail en ligne. Et j'ai rien annulé d'autre, en fait. On a eu le même chiffre d'affaires la première année Covid que l'année d'avant, avec beaucoup plus de bénéfices, parce qu'il y avait moins de frais de bouche. Exactement. Location de salle, tout Location de salle, voyage, tout ça. Oui. Ça a sauté. Ce qui fait que ça a été une bonne année, finalement, en termes de bénéfices. Oui, tout à fait. Pas trop de croissance. Alors, beaucoup de gens, la première année, ont reporté, il fallait assurer le coup. La deuxième année, c'était stop and go. Pour moi, ça a été plus difficile. Mais là, je sens que ça reprend, quoi. Ça y est, les personnes ne sont plus dans la peur. Ils commencent à se dire, il faut commencer à vivre. Oui, bah oui. Du coup, dans cette énergie de voyage, de business un peu international, comment tu prends soin de toi en tant qu'entrepreneur et en tant qu'homme? Bon, jus de carotte, on a vu. Jus de carotte. Bon, alors il faut faire attention à comment on dort, c'est pas forcément mon fort. À comment on se nourrit, à comment on garde de l'espace pour soi. Oui. Alors j'ai un secret, moi, c'est que pour planifier mon année à venir, je pose d'abord mes vacances. Oh, super. Je pose d'abord c'est pas seulement les vacances, c'est aussi si je veux aller en pèlerinage, quelquefois c'est un mois entier. Hein, je pose d'abord mes espaces dits libres, que d'autres appellent des espaces libres. Pour moi, c'est des espaces pleins. Ben oui. Et puis, chaque fois que j'ai pas quelque chose, autrement dit, dans mes temps libres, je travaille. D'accord. Faut faire l'inverse. Il y a des tas de gens qui travaillent beaucoup trop et s'ils ont un temps libre ou un creux, ils prennent des vacances et ils s'occupent d'eux. Ben, moi, déjà, pour l'année suivante, je pose mon rythme de temps pour moi et en couple, oui. De vacances, de remise en forme, un mois de yoga, de travail corporel, tout ça c'est très important, c'est prioritaire. Oui. Et dans mon temps libre, je le propose à mes clients. Ce qui fait qu'un client qui m'appellerait pour un moment où je suis déjà pris, c'est-à-dire en vacances, je lui dis je suis déjà pris. D'accord. C'est trop tard. Je dis pas je suis en vacances. Je suis très pris. Je suis avec moi-même. Non, je dis je suis déjà booked. C'est quelque chose que tu as toujours mis en priorité? Non, mais ça fait une dizaine d'années que j'ai vraiment fortement basculé dans ce sens.
En me disant la priorité, c'est vraiment autre chose en ce qui me concerne maintenant. Et le travail, bon, c'est pour m'occuper, pas faire de bêtises le reste du temps. Ah d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'entends régulièrement de la part des dirigeants, c'est comment concilier justement cet équilibre et puis cette vitalité, cette énergie. Et là, c'est un bel exemple que de démarrer par soi finalement. Oui, c'est d'abord de fixer les semaines en famille, les semaines en couple, ce qui n'est pas forcément la même chose. Tout à fait. Les semaines éventuellement seules ou enfin pour moi en couple on est souvent seul et à deux. Oui. C'est-à-dire que chacun fait vraiment ce qui lui convient, mais on est côte à côte. Tout le monde ne va pas à la vitesse, mais on le fait ensemble. Oui. Et le plaisir aussi aujourd'hui, c'est que comme nous n'avons pas de jeunes enfants et tout, chaque fois que je me déplace, c'est en couple. Donc on est en fait un couple itinérant. Mon épouse fait son commercial et tout à distance. Moi je travaille à distance. Et quand je suis local dans une ville, elle vient, elle en profite pour voir des musées, voir des amis. Elle s'intéresse à beaucoup de choses artistiques, musicales et autres, donc elle vient. Elle ratisse la ville, vraiment. Et puis, souvent on reste 1 ou 2 jours de plus, et là elle me dit, il faut que tu vois ça, il faut qu'on aille là-bas. C'est top ça. Ouais. Elle te fait le programme après. Elle me fait le programme après. Et comme ça, je vois vraiment l'essentiel qui l'a touché aussi. On peut partager là-dessus. Oui, c'est un beau moment de partage après ensemble. Comment tu fonctionnes? Tu as une équipe avec qui tu travailles? Non, ça c'est fini. Alors j'ai été entrepreneur avec une équipe pendant une vingtaine d'années. Ça m'a fortement structuré, c'est-à-dire qu'étant patron, toute proportion gardée, d'une petite entreprise de formation, c'était une vingtaine de personnes, je crois, au plus, et plusieurs entreprises, une à New York, etc. Et ça a été des années très formatrices, entre 30 et 50 ans. La même période où mes enfants grandissaient. C'était donc mes années structure, famille et entreprise. Et là, on a vraiment expérimenté ensemble, de faire des choses ensemble, du genre, on pourrait dire travail en équipe, comme cohésion d'équipe ou autre, avec un thérapeute familial, avec des personnes externes qui venaient nous accompagner. Ce qui nous a permis, et moi surtout en tant que patron, d'être dans la position du pater familias, responsable d'un ensemble, qui se confrontait à sa structure, mais c'était finalement lui. Oui, tout à fait. Et donc, ça m'a permis de vraiment vivre de plein pied ce que vit un patron quand quelqu'un vient travailler son équipe avec lui. Et j'étais bien entouré par une équipe qui voulait faire cette exploration aussi. Pas forcément tout le temps tous ensemble, mais on faisait différentes activités, dont des réunions accompagnées par quelqu'un d'extérieur pour devenir plus performant, pour augmenter notre chiffre d'affaires, pour mieux se structurer. Donc j'ai passé 20 ans finalement de travail sur ma structure, entre guillemets. Et ça a été très formateur. Bon, à 50 ans, je me suis dit ça suffit, et maintenant c'est plus en réseau. C'est avec des partenaires à droite à gauche où je me dis tiens, voilà, tel client peut-être que c'est pas moi mais ça peut être un tel. On se renvoie la balle. Il y a des gens dans un réseau plus proche et un réseau plus éloigné, mais chacun étant indépendant et vraiment autonome. Je ne m'entoure plus de personnes que j'adopte et que je porte comme dans beaucoup d'entreprises où il faut les former, les encadrer, les diriger. C'est fini ça. J'ai assez donné. Oui. De ton point de vue, justement, puisqu'il y a des dirigeants nous écoutent, quelles seraient les 3-5 clés qui permettraient d'engager
davantage les équipes? Alors bon, il y a des modèles et des mots, mais le problème des mots, c'est que tout le monde les entend différemment. Mais au début, il faut vraiment avoir un alignement, Oui, d'avoir les bonnes personnes pour les bonnes raisons, qui ont une même vision de la finalité de l'entreprise, de comment fonctionner ensemble, des modes opératoires, un minimum de respect. C'est un peu comme une équipe de foot. Je veux dire, si on a 2-3 divas, ça casse l'équipe. Il vaut mieux avoir des personnes avec une bonne attitude collaboratrice et que l'ensemble grandisse ensemble que prendre des experts qui sont chacun poussant dans leur coin, territoriaux. C'est le problème de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que c'est pas des équipes, c'est des individualistes territoriaux qui, pour une bonne part, pourraient être externalisés. C'est ce qui arrive souvent. On va dire l'informatique, on l'externalise en Inde, la production, on l'externalise là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas ensemble, alors autant les mettre dehors. Oui, c'est ça. Autrement dit, la valeur ajoutée d'équipe n'est pas présente dans l'équipe. Et à partir de là, on se dit, mais pourquoi les mettre ensemble s'ils sont plus efficaces séparément, ce qui est souvent le cas. Autrement dit, il y a beaucoup d'équipes où une grande part de l'énergie est politique, compétitive, carriériste, et c'est de la valeur ajoutée perdue. Parce que la valeur ajoutée d'une équipe, c'est dans les interstices, les interfaces entre les personnes qui font un vrai maillage. C'est pas dans les expertises séparées. Or, beaucoup de personnes dans des équipes se disent « mon expertise, elle est quand même meilleure que celle du voisin ». Bon, ils jouent sa carte personnelle. Oui. Et à partir de là, la valeur ajoutée collective va payer. C'est la même direction et un accord sur les processus de fonctionnement. Oui. Plus que sur le contenu. On pourrait dire, si je choisis bien les personnes, je serais capable d'aller dans n'importe quel champ d'expertise. Ils peuvent changer, et ça s'est vu. IBM faisait des business machines, c'est International Business Machine. Aujourd'hui, ils ne font plus de machines. Ils ne sont plus dans la production de machines. Donc c'est une entreprise qui a complètement changé, on pourrait dire, de secteur d'activité, mais qui a pu le faire parce que c'est les personnes qui comptaient. Et aujourd'hui, une entreprise qui fait un certain produit, si l'équipe est très bonne, elle peut changer de produit, changer de secteur d'activité, parce que c'est l'équipe qui compte. Alors que beaucoup d'entreprises sont plutôt mécaniques, c'est-à-dire créées en fonction d'un produit, d'expertise, de cloisonnement. C'est très mécanique. Donc si il n'y a plus de marché, ils ne savent pas faire autrement. Exactement. Ils ne savent pas travailler ensemble. Ouais, donc les expertises s'en vont. Individuellement, c'est pas l'équipe. Donc l'importance de l'équipe. Donc de ça, la capacité de passer à l'acte. Oui. Autrement dit, on peut discuter et analyser. Il faut savoir dire, ça suffit, on fait. Oui. Alors c'est la dynamique d'entrepreneur. Un entrepreneur va voir une idée, passer à l'acte, regarder les résultats du passage à l'acte, et va ajuster dans le passage à l'acte. Exactement. Alors qu'un expert ou un intellectuel va vouloir fignoler avant de passer à l'acte. Oui. Parce qu'il faut que ce soit parfait avant de bouger. Mais fait est mieux que parfait. Voilà. Et le résultat, c'est que, en fait, c'est du report. Oui. C'est le report du passage à l'acte. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime dire que ce qui prend le plus de temps dans les entreprises, c'est le report. Ce qui prend le moins de temps, c'est de le faire immédiatement. J'ai rodé ça pas mal moi aussi, c'est-à-dire que
C'est intéressant de se dire, ok, j'ai une idée, je passe à l'acte, je la finis, ensuite je suis libre. Je reçois une demande, un coup de fil ou autre, j'appelle tout de suite, je réponds, je fais ce qu'il faut pour le mener à bout, et puis finalement, je n'ai plus besoin de garder de traces, parce que la personne, si elle avance, elle va me relancer. Et j'ai fait ma part dans l'action à l'autre. S'il ne revient pas, il ne revient pas. S'il revient, je le prendrai à partir de là pour aller à l'acte suivant. Donc c'est en fait une dynamique de passage à l'acte est très très importante. Et ça se mesure. Oui. Donc vraiment cette notion de regarder d'abord en sens et de travailler sur des processus communs. Et ensuite d'être dans la mise en action permanente pour pouvoir réajuster le plus rapidement possible. C'est-à-dire, il faut réflexion, action, réflexion, action, réflexion. Ça ne sert à rien de viser une flèche pendant une demi-heure si on ne tire pas pour ajuster. Il y a des gens qui passent leur temps à étudier. Alors bien entendu, les modes opératoires, c'est aussi des modes opératoires sur le travail collectif. Ce n'est pas des modes opératoires, c'est on peut appeler ça des règles du jeu. Moi, j'appelle ça des modes opératoires. C'est-à-dire que si on a une réunion, on est présent. On est entièrement présent. On n'est pas là à regarder son téléphone, etc. C'est de l'évidence même. Or, il y a des réunions, les gens arrivent en retard, font autre chose pendant, commencent des apartés. Il n'y a pas de mode opératoire. Le résultat, c'est qu'il y a 5 heures de réunion. La seule décision qui en sort, c'est qu'il en faut une autre. Donc une réunion dans une entreprise ne sert qu'à créer une autre réunion, Et après, ils disent on en a trop. Mais en fait, ils ont surtout des mauvaises. Il faut en avoir. Mais si elles sont bonnes, on n'en crée pas. Oui, à la suite. Ça doit générer effectivement des actions. Des décisions, d'actions, des mesures sur le terrain. Et ensuite, on a des réunions pour suivre l'action. Mais il y a beaucoup de réunions d'analyse et pas des réunions de mise en œuvre, de décision. De ton point de vue, si justement dans ton expérience d'entrepreneur et puis de coach aussi d'affaires, coach de dirigeant, tu aurais un conseil ou un feedback à proposer aux dirigeants aujourd'hui, ce serait quoi ? De bien s'entourer. Il vaut mieux s'entourer de personnes qui stimulent, qui challengent, qui sont dans l'action, dans la réflexion, dans l'alignement. De bien s'entourer. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui... Il y en a beaucoup, des vrais entrepreneurs qui savent bien s'entourer, en fait. Mais il faut faire ses choix réguliers. Autrement dit, moi j'aime bien faire ce que j'appelle un nettoyage du printemps. Autrement dit, il y a des tas de choses qui n'ont pas été utiles toute l'année, il faut les laisser partir, les donner à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. C'est la même chose dans une organisation, c'est-à-dire qu'il y a des paliers. Il y a des personnes qui peuvent être très bien, très à leur place pendant un temps. Mais si on passe par exemple le cap de 30 à 50 personnes, ce n'est pas forcément les mêmes qui vont me permettre de passer ce cap. Puis le cap des 400, puis le cap des 1000. Pour passer de provincial à national, de national à international. Ce n'est pas les mêmes personnes. Donc il faut savoir dire, et c'est dur pour beaucoup de gens, il faut savoir dire, on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant nos routes se séparent, je veux amener mon entreprise à tel niveau. Ces personnes ont été très fidèles jusque-là, c'est un peu déchirant. Oui, tout à fait. Comment faire en sorte qu'on reste amis, qu'on se suive, etc. Mais que je m'entoure des bonnes personnes pour l'étape suivante, qui vont m'inspirer. Et c'est même socialement, c'est même tout autour. Quels sont les amis qui, maintenant, sont plus dans l'énergie que j'ai envie de développer, déployer. Et ce n'est pas de mauvais amis, ils m'ont aidé jusque-là.
Tout à fait. Jusque-là. Oui. Donc il faut savoir prendre son bâton de pèlerin et tailler sa route avec son entreprise ou changer d'entreprise. Oui, tout à fait. Je sais pas quoi, ou vendre et passer à autre chose. Il faut savoir passer les caps de la vie en fait. Ça. Oui. Alors je dis ça, j'ai 73 ans, j'en ai vu passer. Mais c'est autant des caps d'entreprise que des caps de vie personnelle, professionnelle. Donc c'est de bien réfléchir à ces périodes-là. Et c'est tout naturel. Tout à fait. En plus, Oui. beaucoup de gens se disent « Ouh là là, je suis pas normal et tout », mais tout le monde passe par ces phases d'évolution, C'est ça. ces paliers, Oui. et il faut bien les prendre. Oui. Ah, j'aime bien ton image de cheminer avec le bâton de pèlerin pour trouver effectivement l'auberge qui correspond à la période finalement dans laquelle... Ou le véhicule. Le véhicule dans lequel tu t'installes. Le véhicule pour les 10 prochaines. Oui. Oui, ça c'est un élément clé qu'on retrouve souvent en coaching. Hein. Parfois, juste l'environnement fait tout le changement. Une transmission familiale ou pas? J'ai vu le fiston en formation. Le fiston, moi j'ai pas de projet sur lui, mais lui commence à se lancer dans du coaching à sa façon aussi. Super. Il est dans des milieux informatiques, dans son réseau. Mais bon, c'est pas quelque chose que je pousse. Si ça l'intéresse, peut-être qu'il fera partie du lot, peut-être qu'il continuera à sa façon, peut-être qu'il fera autre chose. Oui, chacun sa vie. Chacun sa vie. Il n'y a rien de pire que d'avoir à assumer un héritage. Oui, tu le laisses venir s'il en a envie. J'ai accompagné trop de personnes qui avaient des problèmes avec leur héritage. Je préfère ne pas imposer ce genre de... Ça se prend plus que ça se donne. Oui, complètement. Un livre dans les tuyaux? Alors, malheureusement, il y en a plusieurs. Ah, génial! Et en même temps, j'ajoute aux livres précédents, ceux des années Covid, sont des livres sur Amazon et Kindle, ce qui me permet d'y aller régulièrement et de les changer. Eh oui, super. Donc il y a un certain nombre de chapitres qui vont être ajoutés à l'un d'entre eux. Au lieu d'écrire un autre livre, je suis en train de les gonfler. D'accord, chouette. Et puis, entre l'anglais et le français, il y a des formes de boucles. C'est-à-dire que de temps en temps, j'en reprends un parce que c'est sur celui-là que je travaille, mais l'ennui, c'est que le français ou l'espagnol n'évolue pas. Et alors, je me dis, ok, je vais faire le français. Parce que l'anglais a trop évolué, je fais le français, mais comme j'aime pas traduire, je le fais évoluer aussi. Puis finalement, c'est pas forcément la même chose, j'essaye de faire des traductions. Donc c'est un peu des ovnis vivants, des livres existants. Et puis il y a des thèmes complètement différents aussi qui sont en arrière-pensée et qui risquent fort un jour de commencer à émerger. Waouh, super! Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, là où tu m'inspires beaucoup, c'est dans ta capacité entrepreneuriale à jouer justement avec les opportunités et cette soif insatiable d'évoluer dans le monde entrepreneurial et de recréer, de bouger. Quand tu dis qu'en une semaine, tu as redéfini un peu ta manière de travailler en formation, tu as tout passé en digital, je trouve que tu as une sacrée capacité d'adaptation. Alors le secret là, c'est que je suis bien entouré, je délègue. Oui. Tout ce que je fais en ligne sur Zoom, j'ai quelqu'un qui s'occupe du en ligne et Zoom, hein, c'est pas moi. Oui. Donc s'il y a un besoin qui émerge, il faut immédiatement trouver quelqu'un qui est capable de l'assumer et avec qui je peux travailler bien. Et puis quand j'ai mon partenaire, c'est parti. Mais moi, je n'ai pas tellement changé. En fait, l'architecture de ce que je faisais en salle est la même en ligne. Des tas de gens disaient en ligne, c'est pas possible. Moi-même, je me disais, tiens, tel truc en ligne, c'est pas possible. Puis en expérimentant avec un partenaire qui manageait bien le côté Zoom en ligne,
tout est possible. Mm. Je vois pas pourquoi c'est pas possible. Mm. Autrement dit, plutôt que se dire tiens, c'est pas possible, c'est comment le rendre possible. Oui, c'est ça. Et en fait, la même architecture est quelquefois meilleure en ligne qu'en salle. Mm. Donc, Ouais, ça, mais c'est- il faut bien s'entourer. Ça, c'est génial, je trouve. La question que tu viens de poser, c'est pas possible, mais c'est comment je fais en sorte que ce soit possible. Oui, Ouais. c'est ça. Cette posture-là. Et puis, moi, j'aime beaucoup dans tes newsletters, mais ce temps que tu accordes aussi, et tu en as parlé, c'est ta priorité dans la maîtrise du temps. D'abord, le temps, ton espace à toi et ton espace familial. Ça, je trouve que c'est un beau message aussi pour les dirigeants qui parfois s'oublient en étant très généreux pour leur entreprise, mais au détriment de leur propre vie. Merci pour ce partage. Je t'en prie, merci Cette pour ces questions. ouverture de cœur. J'adore parler de moi. C'est rare, en tant que coach, il faut se taire. Et oui, donc là, c'était l'opportunité.